Si vous regardez une carte de l'Iran, au sud du pays, il y a un étroit bras de mer qui détient silencieusement un pouvoir énorme sur l'économie mondiale. Ce n'est pas un canal, ce n'est pas vraiment un grand port unique, c'est un détroit, juste un mince passage entre l'Iran et la péninsule arabique. De l'autre côté se trouve une enclave d'Oman, puis les Émirats arabes unis. Par cette ouverture circule l'une des plus grandes concentrations de transport d'énergie au monde, jusqu'à 20% de l'approvisionnement mondial en pétrole et 10% du commerce mondial. Ceci est le détroit d'Ormuz, et l'Iran ne se contente plus de menacer de le fermer. Cette possibilité commence maintenant à devenir une réalité, à tel point que certaines organisations libèrent même leurs réserves de pétrole pour tenter de stabiliser le marché au niveau mondial. Le transport maritime commercial à travers le détroit a déjà été gravement perturbé. Plusieurs navires ont été touchés, endommagés ou harcelés. Le trafic s'est effondré et les assureurs ont retiré leur couverture ou augmenté massivement les coûts. En même temps, il y a de fortes indications que les navires liés à des pays considérés comme amis de Téhéran, en particulier la Chine, sont traités différemment. Ou du moins, font l'objet de discussions pour un passage plus sûr. Donc, ce n'est pas encore un blocus parfaitement hermétique au sens littéral, mais c'est déjà une véritable perturbation de l'une des artères commerciales les plus importantes de la planète. Et l'incertitude maintenant n'est pas de savoir si l'Iran pourrait faire cela, mais jusqu'où il est prêt à aller. Est-ce que les États-Unis vont céder et pousser pour un règlement rapide afin de stabiliser les marchés, comme le président américain l'a déclaré? Ou vont-ils essayer de protéger le trafic commercial par la force militaire, comme il a également dit qu'il pourrait le faire? Même si la marine américaine aurait dit à l'industrie maritime qu'une protection complète par escorte n'est pas réalisable pour l'instant, c'est l'arme secrète de l'Iran qui devient réelle, mais cela pourrait aussi être une grosse erreur. En temps normal, chaque jour, d'énormes pétroliers quittent le golfe Persique, transportant du pétrole brut d'Arabie Saoudite, d'Irak, du Koweït, du Qatar et des Émirats arabes unis. Tout ce pétrole n'a qu'une seule voie pour rejoindre l'océan ouvert et le reste du monde, le détroit d'Ormuz. Le passage est étonnamment étroit à son point le plus resserré. Les voies de navigation mesurent seulement quelques kilomètres de large dans chaque sens. D'énormes pétroliers, pesant des centaines de milliers de tonnes, doivent passer par ce même corridor étroit, comme des voitures passant par un péage sur l'autoroute. Ils sont des cibles faciles pour les missiles côtiers, qui n'ont aucun mal à atteindre des cibles gigantesques et se déplaçant très lentement. Le côté nord de ce corridor est contrôlé par l'Iran. Environ un cinquième de l'approvisionnement mondial en pétrole passe par cette voie navigable, ainsi que les expéditions de gaz naturel liquéfié en provenance du Qatar. Cela signifie que l'approvisionnement énergétique de l'Europe, de la Chine, du Japon, de la Corée du Sud et de nombreux pays en développement dépend directement de ce point d'étranglement. Si quelque chose le bloque, alors les prix mondiaux de l'énergie ne font pas qu'augmenter, ils explosent. Le Japon, en particulier, dépend énormément de cela, et les reportages indiquent une inquiétude extrême dans le pays en ce moment, face à la possibilité que la situation là-bas puisse empirer encore davantage. Parce que les marchés pétroliers sont très sensibles aux perturbations d'approvisionnement. On dit que le gouvernement japonais était très contrarié contre les Américains, car ils ne les ont pas prévenus de l'attaque, bien que cela fût prévisible. Je suppose qu'ils voulaient se préparer et stocker du carburant, mais ils n'ont pas pu à ce moment-là. Les assurances pour les pétroliers augmentent leurs primes. Les compagnies maritimes détournent leurs navires vers des routes plus longues et plus coûteuses. Et certains gouvernements paniquent à propos de leurs réserves de carburant. Mais maintenant, imaginez quelque chose de plus grave, parce que ce qui se passe déjà est mauvais. Mais ce n'est pas forcément la forme finale de la crise. Des navires ont déjà été attaqués et endommagés, le trafic a été étouffé, et les coûts d'assurance ont augmenté. Mais l'Iran peut encore aller bien plus loin que ces attaques ciblées et cette perturbation générale. Des mines pourraient être posées, les tirs de missiles côtiers intensifiés, des vedettes rapides encercler les pétroliers plus agressivement, ou même la simple impression d'insécurité des navires pourrait suffire à provoquer cela. Ils n'ont pas besoin de fermer physiquement le détroit pour le perturber, il leur suffit de le rendre assez dangereux pour qu'aucun navire ne veuille y passer. C'est exactement le scénario qui inquiète le monde en ce moment.
Cette guerre n'a pas été une surprise pour l'Iran. Ils ont passé des décennies à se préparer à cette éventualité. Plutôt que de construire une marine conçue pour affronter directement la flotte américaine, ce qu'ils savent qu'ils ne pourraient pas gagner, l'Iran a investi dans des tactiques asymétriques, spécialement adaptées à la géographie du golfe Persique. C'est pourquoi, lorsque les États-Unis se vantent d'avoir coulé le navire amiral iranien, cela ne signifie pas grand-chose dans le contexte global de ce conflit. Ce dans quoi l'Iran a investi, ce sont des essaims, de petites vedettes rapides, des batteries de missiles côtières cachées dans les montagnes et les tunnels, ainsi que des mines navales pouvant être déployées rapidement par ces mêmes petites embarcations. Des drones et des missiles antinavires capables de cibler des pétroliers ou même des navires de guerre. L'idée est simple, rendre le détroit d'Ormuz trop dangereux pour y opérer. Il est intéressant de noter que le détroit n'a pas seulement eu un rôle stratégique, même à l'ère du pétrole. Durant des millénaires, contrôler ce bras de mer signifiait dominer le commerce entre les régions les plus prospères du monde antique. Pour comprendre pourquoi l'Iran a saisi ce détroit comme levier contre le reste du monde, et pourquoi c'est effectivement le cas, il faut remonter des milliers d'années en arrière. Le golfe Persique a toujours été un corridor commercial, reliant la Mésopotamie, la Perse, l'Inde, l'Afrique de l'Est, puis l'Europe. Les marchands de l'Antiquité naviguaient ici, transportant épices, textiles, perles et métaux précieux. Les ports, le long du golfe, sont devenus de riches intermédiaires entre les grandes civilisations du Moyen-Orient, de l'Europe et de l'océan Indien. L'un des plus importants de ces centres commerciaux a fini par donner son nom au détroit lui-même, Ormuz. À l'origine, la ville d'Ormuz n'était même pas située sur la petite île qui porte aujourd'hui ce nom, la première. Ormuz était un port continental sur la côte iranienne, prospérant pendant la période médiévale en tant que nœud clé dans les réseaux commerciaux de l'océan Indien. Mais les invasions répétées des Mongols au XIIIe siècle ont forcé les dirigeants à déplacer leur capitale sur cette île voisine. Cette île, aride, rocheuse et entourée de courants très forts, s'est révélée être la forteresse défensive parfaite. De là, le royaume d'Ormuz contrôlait le commerce entre la Perse, l'Arabie et l'Inde. Les navires traversant le golfe devaient souvent s'y arrêter et payer taxes et droits de douane. Cela a rendu Ormuz incroyablement riche. Dès les années 1400, les voyageurs la décrivaient comme l'un des ports les plus riches du monde. Des marchands persans, arabes, indiens et africains remplissaient leurs marchés. Puis l'Europe est arrivée elle aussi. Au début du XVIe siècle, les explorateurs portugais s'étendaient à travers l'océan Indien, construisant un réseau de comptoirs commerciaux fortifiés qui leur permettrait de dominer le commerce maritime mondial. L'un des plus ambitieux de ces explorateurs était Africain Hopkirk. Il comprit immédiatement l'importance stratégique d'Ormuz. Contrôlez l'île, et vous contrôlez la porte d'entrée entre le golfe Persique et le vaste océan Indien. Et cela reste vrai aujourd'hui, mais il suffit désormais de contrôler les eaux, plus l'île. En 1515, les forces portugaises ont capturé Ormuz et construit une immense forteresse surplombant le port. À partir de là, ils ont imposé leurs propres taxes aux navires passant par le détroit, transformant effectivement la région en un péage contrôlé par les Portugais. Rien de nouveau dans cette stratégie. Ils ont seulement repris les pratiques autochtones. Les Portugais ont dominé ce carrefour maritime plus d'un siècle. Leurs navires patrouillaient les eaux, imposant des monopoles sur d'anciennes routes commerciales locales. Ils ont vaincu les flottes ottomanes malgré leur infériorité numérique grâce à la supériorité de leurs navires, mais cette domination ne fut pas éternelle. Au début des années 1600, l'empire safavide en Perse devenait plus puissant et de plus en plus mécontent du contrôle européen sur ses eaux côtières. Ça vous dit quelque chose, n'est-ce pas? Le souverain perse, Shah Abbas Ier, forma une alliance improbable avec la Compagnie anglaise des Indes orientales, qui allait ensuite coloniser toute l'Inde. Mais à ce moment-là, les forces perses et les navires anglais attaquèrent ensemble Ormuz en 1622 et la forteresse portugaise tomba. L'île retourna sous contrôle perse et le centre du commerce se déplaça progressivement vers le port continental voisin de Bandar Abbas, nommé d'après le même souverain perse. Et à partir de ce moment-là, le détroit d'Ormuz est resté fermement lié à la souveraineté iranienne. Mais le monde extérieur n'a jamais vraiment cessé d'essayer d'influencer ce qui s'y passait. Avançons rapidement jusqu'au XXe siècle. Et la découverte du pétrole a complètement transformé l'importance stratégique de la région. Ce qui avait autrefois été un corridor commercial pour les épices et les textiles, est devenu la voie de sortie pour l'une des nouvelles marchandises les plus précieuses au monde. Les puissances étrangères ont vite agi pour assurer leur influence sur les ressources énergétiques de l'Iran.
En 1908, des entreprises britanniques ont découvert d'importantes réserves de pétrole au sud-ouest. Le gouvernement britannique a rapidement acquis une participation majoritaire dans la compagnie pétrolière anglo-persane, que vous connaissez probablement aujourd'hui sous son nom moderne, British Petroleum BP. Pendant des décennies, la Grande-Bretagne a effectivement dominé l'industrie pétrolière iranienne en extrayant d'énormes richesses, tandis que l'Iran lui-même ne recevait qu'une petite part des bénéfices. Cet arrangement a créé un profond ressentiment en Iran, à tel point qu'en 1951, leur premier ministre, Mohammad Mossadegh, a pris une décision audacieuse. Il a nationalisé l'industrie pétrolière du pays, prenant le contrôle des installations exploitées par les Britanniques. Et pour la Grande-Bretagne, cela était inacceptable. Perdre le pétrole iranien menaçait à la fois son économie et son influence géopolitique. Le résultat fut l'une des opérations secrètes les plus célèbres de la guerre froide. En 1953, les services de renseignement britanniques et la CIA ont orchestré un coup d'État qui a renversé le Premier ministre et rétabli le Shah d'Iran au pouvoir. Les entreprises occidentales ont repris leur influence sur le pétrole iranien, et le pays s'est rapproché des États-Unis pour les 25 années suivantes. Comme nous le savons, tout cela a changé en 1979 avec la révolution iranienne et l'établissement de la République islamique, faisant du pays un adversaire très important des États-Unis et de la plupart des pays occidentaux. Et une fois de plus, le détroit d'Ormuz est redevenu central un peu plus tard. Pendant la guerre Iran-Irak des années 80, les deux camps ont attaqué des pétroliers traversant le golfe Persique, dans ce qui est devenu connu sous le nom de la guerre des pétroliers. Des mines ont été posées dans les voies de navigation, des missiles ont visé des navires commerciaux, et tout comme aujourd'hui, les tarifs d'assurance pour les pétroliers ont explosé, et de nouvelles routes, plus coûteuses, ont été empruntées. Les États-Unis ont lancé l'opération Ernest Will, escortant des pétroliers dans le Golfe avec des navires de guerre pour garder les voies de navigation ouvertes. Les leçons de ce conflit étaient claires. Même des perturbations limitées dans le détroit d'Ormuz pouvaient ébranler les marchés mondiaux de l'énergie. Et aujourd'hui, les enjeux sont bien plus élevés. Le monde consomme beaucoup plus d'énergie qu'il ne le faisait dans les années 80. Les chaînes d'approvisionnement étant très interconnectées, une hausse soudaine du prix du pétrole affecterait transport, industrie, agriculture et distribution alimentaire. Les coûts du carburant, d'expédition et d'électricité grimpent, rendant vos courses plus onéreuses. Les marchés financiers réagissent presque instantanément. C'est pourquoi le détroit d'Ormuz reste l'une des voies navigables les plus surveillées au monde. Encore aujourd'hui, et même avant ce conflit, les États-Unis maintiennent toujours une présence navale constante dans la région. Certains États du Golfe ont investi des milliards dans des oléoducs contournant le détroit pour réduire leur dépendance. Mais ces routes alternatives ne peuvent transporter qu'une fraction du total des exportations de pétrole quittant la région. La majeure partie doit encore passer par Ormuz, ce qui nous ramène au présent. L'Iran sait exactement à quel point ce point d'étranglement est important. Et au cours des dernières décennies, il a discrètement développé les capacités nécessaires pour le menacer. Pas forcément pour le fermer définitivement, mais pour faire croire au monde qu'il en est capable. Et maintenant, la menace n'est plus théorique. L'Iran a déjà montré qu'il est prêt à attaquer ou à mettre en danger la navigation commerciale dans le détroit. Alors que l'effondrement plus large du trafic montre à quel point même une perturbation partielle peut être efficace. Si la Chine ou d'autres destinations amies bénéficient d'un traitement plus sûr, cela renforce l'argument. Téhéran n'a peut-être pas besoin d'un blocus universel. Un blocus sélectif peut quand même ébranler toute l'économie mondiale. La question devient donc, jusqu'où l'Iran est-il réellement prêt à aller? Et les États-Unis sont-ils prêts à appeler leur éventuel bluff? Une possibilité est que le niveau actuel de perturbation soit l'arme. En démontrant qu'il peut frapper des navires, paralyser le trafic, effrayer les assureurs et avantager certains pays au détriment d'autres, l'Iran crée un puissant moyen de dissuasion. Toute tentative de poursuivre les frappes militaires de grande envergure actuelles contre eux pourrait déclencher de nouvelles représailles qui déstabiliseraient encore davantage l'ensemble de l'économie mondiale. Ce genre de levier pourrait suffire à faire hésiter Washington et ses alliés. Mais il y a une autre possibilité. Si les tensions s'aggravent trop, l'Iran pourrait aller plus loin que ce qu'il fait déjà. Il pourrait tenter de bloquer le détroit de façon plus complète, même temporairement, en espérant que le chaos économique qui en résulterait force un règlement diplomatique rapide, surtout s'ils se trouvent dans une situation où ils n'ont rien à perdre, et cette escalade pourrait prendre plusieurs formes, comme nous l'avons mentionné, peut-être en minant les voies maritimes, ce qui pourrait avoir un impact à très long terme.
tirer davantage de missiles anti-navires depuis la côte, ou utiliser ces embarcations rapides pour harceler, voire submerger, et prendre le contrôle des pétroliers. Les États-Unis affirment depuis longtemps que garder le détroit ouvert est une priorité stratégique. Et eux, ainsi que certaines forces navales alliées, interviendraient probablement rapidement pour déminer, neutraliser les batteries et protéger autant que possible les navires marchands restants. En d'autres termes, le détroit pourrait devenir le centre d'une confrontation militaire directe. Et même si les routes maritimes étaient finalement rouvertes, les dégâts économiques pourraient déjà être causés. Tout le monde a remarqué la hausse des prix du carburant ces dernières semaines, et cela pourrait empirer. Les prix du pétrole pourraient encore fortement augmenter en quelques jours. Certains experts disent que l'objectif de l'Iran est de rendre la situation tellement grave que le prix du baril de pétrole atteigne 200 $. Et dans ce cas, les marchés financiers pourraient y paniquer, et l'inflation pourrait exploser partout dans le monde. Dans le pire des cas, le choc pourrait déclencher une crise financière mondiale. La situation est compliquée quoi qu'il arrive. Donc je suppose qu'on doit juste attendre et voir ce que l'Iran décidera de faire.